Ok, top. Donc bonjour à tous, moi c'est Guillaume, je vais vous parler un peu de plomberie mais côté Node.js parce que je vais vous parler de fuite mémoire. Je suis tech lead à Theodo. Theodo c'est on fait un peu comme Zenica mais surtout sur des applications web qu'on va vendre, qu'on va faire sur mesure pour des clients. Et je suis tech lead, on a une antenne à Paris, à Lyon et une à Nantes. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Un peu de fuite mémoire sur Node.js, je vais vous raconter un petit peu une expérience que j'ai eue sur le site de Marmiton pour lequel j'ai travaillé. On a refait une partie de leur site et notamment leur front-end. Marmiton, je pense que tout le monde connaît, c'est le premier site français dans la catégorie culinaire avec plusieurs dizaines de millions de vues par mois. Donc c'est un très gros trafic, c'est le top 50. Et donc un des gros enjeux qu'ils ont, c'est de rester dans ce top 50 et d'avoir un bon référencement sur les moteurs de recherche. Et donc, ça s'appelle Search Engine Optimization, SEO. Et pour cela, il faut qu'on puisse envoyer des pages web aux clients qui sont des pages web complètes pour que Google, qui va analyser les pages du monde entier, puisse voir les mots-clés qu'il faut. Historiquement, quand on faisait du web, on avait du HTML, CSS, JavaScript, donc on avait des pages complètes. Depuis peu de temps, on est passé sur des frameworks avec beaucoup de JavaScript pour faire des pages dynamiques. Et donc, comme on a voulu faire du React sur Marmiton, on n'a pas envie d'envoyer uniquement du code JavaScript sur notre page, ce qui fait qu'on a une page blanche au chargement de la page et ensuite c'est le code qui charge la page. L'idée c'est d'avoir une page complètement chargée quand on récupère, enfin quand on va sur le site de Marmiton pour que Google puisse la crawler comme il faut et avoir les mots-clés. Et donc pour faire ça, on a besoin d'un serveur qui va exécuter notre code JavaScript, donc en l'occurrence ici du React, en serveur et envoyer sa page complète. Et ensuite, le navigateur, il peut continuer à exécuter le code JavaScript de React. Donc ça s'appelle du server-side rendering. Server-side rendering, ça veut dire qu'on va rendre notre page de JavaScript sur le serveur, puis l'envoyer. Et nous, ce qu'on a utilisé, c'est Next.js, qui permet de faire du server-side rendering avec React. Et donc derrière, c'est un serveur Node.js qui va tourner pour exécuter tout ce code-là, d'où les fuites mémoire en Node.js. Un petit point sur le back-end qu'on utilisait, on ne va pas en parler, mais pour votre culture, c'est une des premières fois qu'on a utilisé du serverless avec AWS et des lambda. Voilà, si jamais ça vous intéresse, on pourra en parler en off. Et donc, pour revenir à notre problème sur Marmiton, on a eu un souci de perf un peu inexpliqué avec un temps de réponse qui devient chaotique. C'est-à-dire que notre site répond de manière normale et puis à un moment donné, ça explose et on ne comprend pas très bien pourquoi. En regardant un petit peu plus sur nos métriques, on a vu que notre utilisation de la mémoire sur nos containers, donc sur le serveur qui gère, enfin, le serveur front en fait, qui envoie les pages à notre utilisateur, on voit que la mémoire de ce serveur, elle atteint régulièrement 100% en moyenne toutes les heures, voire un peu plus fréquemment aux heures de pointe, c'est-à-dire ici à 18. Ah, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est reparti. Faut pas que j'appuie sur ce bouton. Donc en particulier au moment de quand il est 18h jusqu'à 20h, là c'est l'heure UTC, donc c'est 18h en France. Et donc là, le plombier que je commençais à être me dit il y a un problème de mémoire et on va essayer d'explorer qu'est-ce qui se passe. Pour ça, j'avais envie ce soir de vous parler un peu de comment ça marche la mémoire de manière générale en informatique et en particulier ensuite sur des langages récents comme Node.js. Pour revenir sur des langages assez bas niveau comme C, C++, mais aussi des langages que je n'ai jamais fait comme COBOL, Fortran, Pascal, il y a un petit moment, je ne sais pas si on a déjà touché à ces langages ici. On utilise, quand on veut faire de l'allocation dynamique de mémoire, donc on ne sait pas à l'avance combien on va avoir besoin de mémoire pour notre tableau par exemple, on va utiliser des fonctions malloc ou free qui vont permettre d'allouer la mémoire ou de la libérer, voire new et delete qui sont des opérateurs en C++. Et donc, par exemple,
Pour un exemple en C, quand je vais avoir besoin d'un tableau de taille 4, je vais demander à mon système d'exploitation 4 cases mémoire qui va me les allouer. Pour un deuxième tableau, je vais redemander à nouveau 4 éléments. Et puis, je vais faire des choses, je vais remplir la première valeur de mon tableau, je vais l'afficher par exemple. Et quand j'en ai plus besoin, je libère la mémoire. Donc ça, c'est hyper simple. Enfin, c'est la façon naïve de gérer la mémoire. Et donc, c'est un contrôle total sur notre mémoire. Par contre, c'est super lourd. Ça demande de maintenir beaucoup de code. Et c'est source de bugs parce qu'il suffit d'oublier de vider la mémoire et on a un problème. Donc sur les langages récents, on est passé sur de la gestion automatique des mémoires. On a plusieurs façons de gérer la mémoire automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui va s'occuper de libérer la mémoire quand on n'a plus besoin. Le système le plus connu, c'est le principe de garbage collection. On a aussi des systèmes qui vont compter les références des différents objets qu'on va mettre en mémoire, qu'on peut avoir dans Python. En JavaScript, les moteurs qui sont utilisés, c'est surtout de la garbage collection, et c'est là-dessus qu'on va voir un peu plus en détail comment ça marche aujourd'hui. Le garbage collector, peut-être que vous avez entendu aussi le terme ramasse-miettes pour ceux qui aiment les termes en français comme moi. Mais bon, force est de constater que je vais parler de garbage collector ce soir. J'ai été travesti. Donc si je vous donne un exemple en JavaScript de comment ça se passe dans la mémoire, admettons que ça ce soit à peu près la mémoire, on ne sait pas exactement comment ça se passe derrière, mais c'est notre mémoire. Quand je vais affecter la variable A, je vais lui mettre un objet assez simple ici. Je vais stocker cet objet-là dans ma mémoire. Quand je vais stocker un objet B qui référence mon objet A, je vais stocker aussi mon objet ici. Et en fait, lui, le A, c'est un pointeur vers cette case mémoire. C'est assez simplifié, hein, mais c'est le principe général. Si je réaffecte ma variable A, eh bien, je vais stocker une nouvelle variable ici. Et si je réaffecte à nouveau ma variable A, alors j'ai mis des indices juste pour garder la référence, mais c'est la même variable. Ma variable A, elle va être stockée ici. Sauf qu'au bout d'un moment, ma mémoire, elle va être saturée si A, je change tout le temps de valeur. Et donc, régulièrement, il y a un garbage collector qui va tourner sur ma mémoire. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder toutes les variables qui sont accessibles directement. Et donc, les variables qui sont accessibles, c'est celles qui sont variables globales ou variables de ma fonction actuelle. Et donc, mon garbage collector, il va dire mon A, il est accessible, mon B, il est accessible. Et comme B référence A, en fait, on va faire un parcours en profondeur de toutes les références et on va réussir à récupérer A1. Ça, c'est la première étape où le garbage collector va marquer les nœuds qui sont encore utilisables et accessibles. Et la deuxième étape, c'est de supprimer les nœuds qui n'ont pas été marqués. Donc voilà, en résumé, un peu ce qui s'est passé. Il faut savoir que sur JavaScript, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a une notion de la mémoire qui va être gérée à court terme. Donc on part du principe que les variables sont ne durent pas longtemps dans le temps. Et donc il va y avoir cette notion de mémoire courte et de mémoire longue durée pour les objets qui vont être persistés dans la durée de notre programme. Et donc c'est un peu plus compliqué. J'ai une référence à la fin, si ça vous intéresse de parler de ça, qui explique un peu en détail comment ça marche pour le moteur V8 de JavaScript. Mais globalement, voilà le concept. Donc pour avoir une fuite mémoire, en C ou C++, on oublie d'appeler les fonctions ou opérateurs pour libérer la mémoire. En JavaScript, il suffit de garder des références avec des variables globales ou des références dans des objets. Et en fait, on garde des objets inutilisés dans notre mémoire. Voilà pour un peu la théorie. J'espère que ce n'était pas trop rébarbatif. Maintenant, on va passer un peu plus à de la pratique et à comment est-ce que sur mon projet, j'ai eu ce problème de fuite mémoire en pratique sur JavaScript. Et je vais vous présenter un outil qui permet de débugger directement un serveur Node. Donc les IDE aujourd'hui sont capables de se connecter à Node quand Node est avec l'option Inspect, comme on voit sur l'écran ici. Donc c'est plutôt pour faire du debugging direct du code. Avec un autre outil qui s'appelle l'outil Inspect des DevTools de Google Chrome, on peut aller regarder ce qu'il y a dans la mémoire de Node de manière assez précise.
et du coup de manière assez bas niveau, et ce qui est aussi très compliqué à débugger, mais ce qui permet de débugger la mémoire quand il y a un souci. Donc voilà, je vais vous faire une petite démo, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de vous montrer en direct. Je vais créer un serveur Node très rapide avec Express, où le principe, c'est que sur la route noleak, je renvoie un MO de réponse d'un fichier que je charge avant. Donc pour faire ça, j'ai mon serveur ici, que je vais lancer avec la commande que j'ai montrée tout à l'heure, node-inspect app.js. Et sur l'outil de Chrome Inspect, j'ai un petit onglet qui me permet d'ouvrir les DevTools adaptés. Sur ces DevTools, on peut utiliser plusieurs outils. L'outil qui nous intéresse ici, ça va être la mémoire. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est comment la mémoire est allouée dynamiquement au fur et à mesure du temps. Donc je vais lancer mon analyse et je vais appeler ma route noleak. Voilà. Donc il y a à chaque fois un MO de fichier qui est lancé. Et vous voyez là à droite que c'est le chargement de la mémoire dans le serveur. En violet, on a en fait la mémoire qui est actuellement utilisée. Et en gris, en fait, c'est la mémoire qui a été utilisée puis libérée, parce qu'en fait, on a le garbage collector qui tourne déjà en permanence. Donc on voit que le garbage collector il tourne assez rapidement. Et donc, on a en mémoire que la dernière requête, plus, là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas libéré sa mémoire. Mais si on refait un exemple, je recommence. Je pense qu'il va la libérer. C'est peut-être juste le garbage collector qui ne tourne pas. Mais voilà, on voit que globalement, le programme, il va garder, si on s'arrête ici, il va garder des éléments qui vont persister avec le temps. Et puis, il va garder en mémoire ce dont il a besoin. Et tout le reste, il va le libérer de manière automatique. Et si on regarde un petit peu, on peut inspecter la mémoire et tout ce qu'il y a dedans. Je vous fais cadeau de regarder tout ce qu'il y a vraiment dans la mémoire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Notamment, il va y avoir le code exécuté, il va y avoir des variables internes. Mais si on regarde ce qu'il y a dans les variables de type string, on peut voir qu'il y a... alors, on ne voit pas très bien. Alors, ça a déjà été libéré, je pense. Non, non, elle est là. On voit qu'ici, il y a une seule string, hello dans le JS, qui est fait un MO à peu près. Et donc, on voit que les anciennes requêtes n'ont pas été gardées en mémoire. Si je prends le code BigLeak, qui lui, on s'est dit, en fait, on a envie de stocker toutes les réponses qu'on envoie à notre client. Donc, on va créer un tableau, et à chaque fois qu'on envoie une requête, on va stocker la réponse dans ce tableau. Donc, évidemment, c'est un exemple très évident de fuite mémoire, mais en fait, on peut avoir des cas bien plus complexes qui font qu'on a ce genre d'erreur mémoire, où en fait, on va garder en référence des objets qui sont plus ou moins lourds. Là, c'est un MO pour bien qu'on voit la différence, mais en fait, une petite chaîne de caractères, ça peut vite monter avec le temps si on a beaucoup de requêtes. Et donc, en utilisant cette route, on va faire la même expérience. Hop. Et là, on voit que la mémoire n'est pas libérée puisque ça reste en violet, donc elle n'est pas garbage collectée. Chose intéressante, si vous arrivez à voir d'ici peut-être, la mémoire totale du serveur est passée de 6 MO de manière stable à 11 MO. Donc on voit que si on continuait et qu'on appelait le serveur en permanence, ben ça exploserait. Et si j'observe et que j'analyse ma mémoire, je vois qu'en mémoire, j'ai plusieurs fois la string hello Node.js. Voilà. Ça, c'est vraiment un début sur comment on débug un serveur Node. En pratique, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas forcément exactement comment les variables sont stockées. On a quelques outils quand même en plus qui nous permettent de savoir quand on clique sur une variable quel est l'élément qui contient et qui référence cette variable. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais globalement, on voit ici que c'est la variable storage, le tableau que je vous ai présenté au début, qui référence notre chaîne de caractères. Donc voilà sur cette partie. Et voilà un peu un résumé de ce que je vous ai dit.
Sur les problèmes que moi j'ai eus et qui m'ont fait découvrir cet outil, j'ai eu un problème avec Material UI, qui est un outil pour faire des composants réutilisables, qui était à configurer en SSR. On l'avait mal configuré sur notre projet. Et donc, à chaque fois qu'on avait une requête, on avait une style sheet d'environ 30 KO, kilooctets, qui était stockée sur notre serveur. Et donc, 30 KO de requêtes et environ 20 requêtes par seconde, si on prend les 10 millions de requêtes par mois, c'est à peu près ce chiffre-là. Ça nous fait 2 Go de RAM chargés par heure, et 2 Go de RAM, c'est à peu près la taille de notre serveur. Donc, en fait, toutes les heures, notre serveur est planté. Donc on a corrigé ce problème et on a itéré avec l'outil que je vous ai présenté pour vérifier qu'on n'avait plus de fuite. Voilà. Il se trouve qu'on avait quand même une deuxième fuite mémoire, un peu plus petite celle-là, 1 MO par heure, mais là c'était pareil, c'était un outil de style qu'on utilise qui est Style Component, et en fait on utilisait mal cette librairie. On avait des composants qui étaient générés dynamiquement, et l'hypothèse qu'on fait, c'est que Style Component gardait la référence des classes CSS qui étaient générées en mémoire, et donc c'était une petite string de rien du tout qui était stockée, mais avec le temps, au bout de quelques heures, le serveur est plein. Donc là, on s'est dit, c'est bon, notre serveur il est OK, on n'a plus de fuite, et puis en fait, la nuit, on avait encore des problèmes de mémoire. Ça, c'est le pourcentage d'utilisation de mémoire au fur et à mesure du temps. Et puis en fait, quand ça redescend, c'est parce que le serveur a redémarré. Et donc même la nuit, on avait des problèmes de mémoire, et c'était un peu plus petit que ce qu'on avait sur Material UI, mais on avait quand même des problèmes de mémoire. Et alors, comment on a réglé ce souci-là? Alors, en fait, il faut que je vous explique un peu comment ça marche derrière notre application. On a notre client qui, via un Content Delivery Network, donc c'est du cache, va appeler un des 3 conteneurs qui fait tourner notre serveur. Et ça, notre serveur, il était safe. Et en fait, il se trouve qu'on avait aussi du monitoring qui tournait sur notre serveur. Et donc, ce monitoring, il y avait un petit problème avec cette lib. On a remonté le problème, et malheureusement, la fin de l'histoire, c'est qu'on a dû désactiver ce monitoring le temps qu'un correctif soit déployé, puisqu'on c'était pas du code open source. Mais voilà, il faut avoir conscience en fait de toute son architecture pour bien comprendre que les fuites de mémoire, elles peuvent venir non pas que de notre serveur, mais d'autres endroits. Donc avant, on avait notre utilisation CPU qui était chaotique. Et puis à la correction, on a eu réellement ce changement de courbe assez magnifique, avec des petits pics au moment des repas. Vous voyez que Marmiton est utilisé un peu plus le soir que le midi. Voilà, c'est cadeau, c'est pas secret. Pour résumer un peu, il y a pas mal d'histoires mémoire que je pense que peut-être que vous aussi vous avez eu. Ce qu'il faut retenir, c'est que même en 2022, avec de la mémoire automatique, ça arrive d'avoir des fuites mémoire. Par contre, on a des outils pour les analyser. Vraiment, je trouve que l'outil Chrome DevTools, même si on est sur du bas niveau, on est sûr qu'à la fin, si on regarde tout, on voit notre serveur évoluer. On a des outils pour détecter. Là, je vous ai montré qu'on avait un peu de monitoring quand même pour détecter le fait qu'on a notre mémoire qui explose. Et donc, c'est hyper important de mettre du monitoring. D'ailleurs, j'ai une autre histoire à raconter, mais je pense que ça ne tiendra pas là avec le temps, mais sur le fait que notre monitoring n'était pas forcément adapté pour répondre et trouver notre souci. Et d'autres points d'attention aussi que moi je note et que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est qu'en fait notre serveur il a moins de mémoire globalement que notre petit ordinateur, et il est sursollicité par rapport à notre ordinateur sur lequel on fait des tests quand on développe, quand on est en tant que développeur. Donc c'est un point d'attention qu'il faut avoir, puisque du coup le comportement du serveur est différent de celui de notre machine à nous. Et puis en fait là je vous avais montré l'utilisation chaotique du CPU, et nous on monitorait en fait le CPU, pas vraiment la mémoire. Et en fait, le CPU paniquait parce qu'il y avait une surutilisation de mémoire. Donc, il y a un lien entre les deux. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est pareil, c'est quelque chose d'assez intéressant à avoir en tête. Voilà. J'ai mis quelques références, il y en a qui veulent retrouver la présentation plus tard. Et merci pour votre attention.